Nathan Bello, un jeune homme noir de 27 ans au teint sombre, vivait dans l'un des quartiers les plus délaissés de Lomé. Sa chambre minuscule, à peine 6 mètres carrés, ressemblait davantage à une cellule qu'à un refuge. Les murs étaient fissurés, rongés par l'humidité. Le sol en ciment nu n'offrait aucun confort. Pas de ventilateur, pas de lit digne de ce nom, seulement un vieux matelas éventré posé à même le sol, dégageant une odeur de moisissure et de résignation. Assis torse nu dans cette pièce silencieuse, Nathan fixait le plafond comme s'il espérait y lire une réponse invisible. Son ventre criait famine. 2 jours s'étaient écoulés sans qu'il ne mette quoi que ce soit dans sa bouche, pas même un reste, pas même un simple sachet d'eau. Autour de lui, seul le souffle tremblant d'une petite bougie posée sur un bidon vide chassait partiellement l'obscurité. Son téléphone était éteint depuis 3 jours. Plus de batterie, plus de crédit, et de toute façon personne ne l'appelait. La veille, Clara, sa compagne, avait mis fin à leur relation après 3 années passées ensemble. Sa voix, froide et tranchante, résonnait encore en lui. Elle voulait avancer, disait-elle, et ne voyait aucun avenir avec un homme incapable de se hisser au-dessus de la misère. Elle était partie sans un regard en arrière. Ce jour-là, ses amis, ou du moins ce qu'ils pensaient être ses amis, s'étaient encore moqués de lui. Nathan, ce gars-là finirait clochard ou vendeur de cartes de crédit. Humilié, il avait tenté de demander un petit billet, un travail, une aide, n'importe quoi. Les regards s'étaient détournés, les excuses avaient fusé. « Désolé frère, c'est difficile aussi chez moi. Rappelle-moi demain. » Ou pire encore, on l'avait laissé sans réponse, invisible. Ce soir-là, Nathan était seul, plus seul qu'il ne l'avait jamais été. Même la ville, habituellement bruyante, semblait avoir oublié son existence. Étendu sur le sol froid, recouvert d'un vieux pagne troué, il ferma les yeux. Mais le sommeil refusa de venir. Ses pensées s'assombrissaient à chaque minute. Il se sentait inutile, rejeté, effacé du monde. Alors, dans un souffle presque inaudible, il murmura dans la nuit. Que ce soit Dieu, les esprits ou n'importe quelle force cachée, s'il y a quelqu'un qui m'entend, sortez-moi de cette vie. Je suis prêt à tout, même à faire un pacte. Il s'endormit, ignorant encore que ces mots venaient de sceller un destin qu'il ne maîtriserait plus jamais. Le lendemain matin, Nathan ouvrit les yeux en sursaut. Tout autour de lui avait changé et n'était plus allongé sur son matelas déchiré, ni enfermé dans sa chambre étroite de Lomé. Son corps reposait désormais sur un lit immense, recouvert de draps en soie, au cœur d'une suite luxueuse à Abu Dhabi. Les colonnes dorées scintillaient sous la lumière du soleil qui traversait une vaste baie vitrée. Un parfum discret flottait dans l'air. Face à lui, les gratte-ciel de verre reflétaient l'éclat d'un ciel clair. Nathan se redressa d'un bond, le souffle court. Il portait un costume de grand créateur, une montre étincelante accrochée à son poignet, des chaussures de cuir verni. Sur une table en verre, un téléphone dernier cri s'alluma soudain de lui-même. L'écran afficha un message. « Bienvenue Nathan, tu es désormais bénéficiaire du pacte. Tu dois dépenser 20 millions de francs CFA chaque jour, sinon tu mourras à minuit. » Nathan recula, la gorge serrée. Ses yeux balayaient la pièce, incrédules. Ce n'était pas un rêve, ses mains tremblaient. Puis une voix, douce et glaciale à la fois, s'insinua dans son esprit. 20 millions avant minuit, sinon tu meurs. Pendant de longues minutes, il resta figé au milieu de la suite, incapable de bouger. Mais une part de lui se souvenait de l'humiliation, de la faim, du rejet. La veille encore, il dormait sur le sol. Et maintenant, il se retrouvait dans un paradis de luxe, avec une fortune qu'il n'avait jamais imaginée. Alors, il prit une décision. Il descendit dans le hall de l'hôtel. La sécurité le salua avec déférence. Une mimousine noire l'attendait à l'entrée. Nathan s'y engouffra, grisé par ce rôle nouveau. La journée fut une tornade. Il acheta une montre à 50 000 €, donna des pourboires extravagants, commanda du champagne, loua une villa avec piscine. Il embaucha même un vidéaste pour immortaliser chaque instant et lança des vidéos sur les réseaux sociaux. Sur Internet, la rumeur enflait. « Attendez, ce type n'était-il pas encore à Lomé la semaine dernière ? C'est un montage. Non, c'est un escroc. Comment a-t-il fait pour atterrir à Abu Dhabi ?» Les anciens amis de Nathan, ceux qui l'avaient méprisé, commencèrent à l'appeler. Certains l'avaient bloqué, d'autres s'étaient moqués ouvertement de lui, mais désormais, tous voulaient renouer.
Yo frère, je savais que tu allais percer un jour. Tu nous as pas oubliés, j'espère. Tu peux m'envoyer un petit million ?» Nathan lisait les messages avec un sourire glacé. Il n'avait rien oublié. Puis son téléphone vibra encore. Le nom de Clara apparut à l'écran. Son ex. Il hésita, puis décrocha. « Allô Nathan, c'est bien toi? C'est toi qu'on voit dans ces vidéos? Tu es vraiment à Abu Dhabi? Tu es riche maintenant ?» Sa voix tremblait. Un silence s'installa. Nathan fixa la caméra du vidéaste et répondit calmement. « Tu veux savoir? Je faisais semblant d'être pauvre. Je voulais voir qui m'aimait vraiment, qui resterait à mes côtés sans argent. Et toi, tu m'as abandonné. Non Nathan, attends, je regrette. Je t'aimais vraiment, j'étais juste perdu. » Il secoua la tête sans émotion. « Non, tu m'aimais quand c'était facile. Moi, je cherche quelqu'un qui reste quand tout s'écroule. » Sans un mot de plus, il raccrocha. Puis, il bloqua son numéro. Il inspira profondément, observa la foule qui le filmait, les mannequins qui s'approchaient de lui, les portes d'hôtels luxueux qui s'ouvraient comme s'il était un prince. Nathan avait désormais tout, l'argent, l'attention, le pouvoir. Mais ce soir-là, à minuit, son téléphone vibra de nouveau. Le même message s'afficha, 20 millions avant minuit, sinon tu meurs. Et lorsqu'il regarda autour de lui, il comprit que quelque chose d'étrange se produisait. Toutes ses montres, ses vêtements, ses voitures, ses photos même, s'étaient volatilisées. Tout recommençait. Encore et encore. Les jours suivants, Nathan comprit qu'il n'avait aucun contrôle sur ce qui lui arrivait. Chaque matin, son téléphone affichait la même injonction. 20 millions avant minuit, sinon tu meurs. Et chaque soir, à l'instant précis où les aiguilles touchaient 12, tout ce qu'il avait acheté disparaissait. Les montres de collection, les bijoux étincelants, les voitures de sport, les photos prises avec célébrités et mannequins, tout s'effaçait comme si rien n'avait jamais existé. Il tenta d'épargner. En vain. L'argent s'évaporait. Il essaya d'investir, mais les contrats s'annulaient mystérieusement au dernier instant. Il voulut donner aux pauvres, mais chaque fois, le transfert s'annulait et les fonds revenaient aussitôt sur son compte. Le pacte l'enfermait dans une seule voie. Consommer, dépenser pour rien. Au début, il vécut dans l'euphorie. Les limousines, les soirées dans les clubs privés, les dîners hors de prix où une seule bouteille valait plus que tout ce qu'il avait possédé dans sa vie. Il se vengeait en silence. Les vidéos postées sur les réseaux sociaux faisaient le tour du pays. Ceux qui s'étaient moqués de lui l'enviaient désormais. Ceux qui l'avaient rejeté voulaient soudain être à ses côtés. Mais peu à peu, une autre vérité se dessina. Cette richesse n'avait aucune valeur réelle. Rien ne restait. Rien ne comptait. Nathan sentait ses forces décliner, ses journées devenaient de longues courses contre la montre. Il se couchait épuisé, son cœur battant d'angoisse en attendant minuit. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, il décida d'enquêter. Il plongea dans les recoins sombres d'Internet, là où se trouvent les rumeurs et les secrets interdits. Sur le dark web, il découvrit des témoignages d'hommes venus d'autres continents, tous marqués par le même pacte. Ils avaient vécu l'excès, dépensé sans limite, et tous avaient disparu avant le 91e jour. Pas de corps, pas d'enterrement, seulement une disparition totale, comme s'ils n'avaient jamais existé. En lisant ces récits, Nathan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce qu'il vivait n'était pas une hallucination, c'était une malédiction, un compte à rebours silencieux déjà en marche. Et pourtant, malgré cette peur qui lui broyait la poitrine, il ne pouvait s'empêcher de continuer. Chaque jour, il se levait, dépensait, souriait devant les caméras, et chaque nuit, il voyait son univers se dissoudre dans le néant. Mais une question tournait sans cesse dans son esprit. À quel moment ce rêve allait-il définitivement se transformer en cauchemar? Un matin, Nathan ouvrit les yeux avec une sensation étrange. La lumière pénétrait dans la suite luxueuse d'Abu Dhabi, mais quelque chose clochait. L'air était lourd, presque immobile. Son téléphone vibra, comme toujours. 20 millions avant minuit, sinon tu meurs. D'abord, il n'y prêta pas attention. Il enfila un nouveau costume, vérifia sa montre étincelante et appela son chauffeur. Mais aucun son ne sortit, pas de réponse. Nathan fronça les sourcils et décida de descendre lui-même. Dans le hall de l'hôtel, un silence glaçant régnait. Les réceptionnistes étaient absents, les serveurs introuvables, même les touristes semblaient avoir disparu. En sortant dans la rue, il découvrit l'impensable. Les boutiques étaient closes, les restaurants fermés, les rues désertes. Pas de voitures, pas de bruit, rien.
La ville entière semblait figée. Il essaya d'acheter une bague dans une bijouterie, porte verrouillée. Il tenta de réserver un dîner. Tout était inaccessible. Il voulut retirer de l'argent. Les distributeurs restaient muets. Le temps passait. 13h, 17h, 20h. À 22h45, la panique devint insupportable. Nathan tremblait, son souffle était court. Chaque minute l'approchait de minuit. Il roulait en vain dans les rues désertes, frappait aux portes fermées, criait, suppliait. Mais Abu Dhabi était morte pour la journée. Il retourna à sa suite, désespéré. Ses mains agrippaient ses cheveux. 23 heures. Le pacte l'enfermait. S'il ne dépensait pas, il mourrait. Son cœur battait à s'en rompre. 23h15. Assis sur le bord du lit, Nathan repensa à tout ce qu'il avait vécu, aux humiliations, aux amis qu'il avait abandonnés, aux richesses futiles qu'il avait cru posséder. 23h30, son regard se troubla, et soudain, une idée folle traversa son esprit. Il saisit son téléphone, ouvrit son compte bancaire et commença à envoyer l'argent, non pas pour acheter, non pas pour se montrer, mais pour donner. À sa mère, qui n'appelait plus, à ses tantes malades, à ses cousins encore coincés dans la pauvreté, même à 2 vieux amis du quartier qui l'avaient soutenu en silence. Des millions partirent, 5 millions pour une tante hospitalisée, 3 millions pour ses cousins, le reste pour les autres. Ses doigts tapaient avec frénésie, ses larmes coulaient sur l'écran. 23h57, la somme totale atteignit 20 millions exactement. Nathan laissa tomber son téléphone sur la table, le souffle court. Pour la première fois depuis qu'il avait signé ce pacte invisible, il sourit sincèrement. Ce soir-là, il s'allongea épuisé, mais en paix, non pas parce qu'il avait dépensé, mais parce qu'il avait enfin fait quelque chose qui avait du sens. Le lendemain matin, les rayons du soleil traversèrent doucement une vitre sale. Nathan ouvrit lentement les yeux, s'attendant à retrouver les draps de soie et la vue sur les gratte-ciel. Mais ce qu'il vit lui glaça le sang. Il était allongé sur son vieux matelas éventré, recouvert d'un pagne troué dans sa minuscule chambre de Lomé. Les murs fissurés, le bidon vide, la bougie consumée, tout était exactement comme avant. Il se redressa d'un bond, le cœur battant. Ça n'était pas possible. Il marcha pieds nus sur le sol froid, ouvrit la porte. Les bruits familiers l'assaillirent aussitôt. Les cris des vendeuses, les klaxons, les rires des enfants dans la rue. Rien n'avait changé. Il retourna précipitamment dans sa chambre, saisit son téléphone. Toujours éteint, sans batterie, sans appel. Pas de limousine, pas de villa, pas de montre étincelante. Abu Dhabi n'existait plus. Tout n'avait été qu'un rêve. Nathan s'allongea de nouveau, les yeux fixés au plafond. Son esprit refusait d'accepter cette réalité. « Je veux y retourner », pensa-t-il. « Je veux recommencer. » Il ferma les yeux, prononça les mêmes paroles qu'il avait murmurées cette fameuse nuit. « Si quelqu'un m'entend, je suis prêt à tout, même à faire un pacte. » Mais quand il rouvrit les yeux, il était toujours là, dans sa chambre étroite, entouré de silence et de pauvreté. Les jours passèrent. Chaque soir, il répétait la même incantation, espérant retrouver la suite luxueuse, l'argent sans fin, les regards admiratifs. Mais rien ne venait. Plus de rêves, plus de pactes, seulement la dure réalité de sa vie. Un soir, il croisa un ami d'enfance dans la rue et osa lui poser la question qui le hantait. « Frère, dis-moi la vérité, j'ai rêvé que j'étais riche, que je vivais à Abu Dhabi. C'était réel ou pas ?» Son ami éclata de rire. « Toi, riche, tu as trop dormi, Nathan. Tu es toujours ici, pauvre comme jamais. » Un autre se moqua en disant qu'il revenait sûrement d'un long sommeil. Nathan sentit son cœur se serrer. Ses yeux se baissèrent. Il savait maintenant qu'il ne reverrait plus ce monde doré. Mais au fond de lui, une étrange certitude commençait à naître. Et si ce rêve n'avait pas été une illusion, mais un message? Après des jours à ressasser ce rêve obsédant, Nathan comprit qu'il avait besoin d'explications. Il se rendit dans une grande église moderne au cœur de Lomé. Le bâtiment resplendissait de lumière, ses vitraux projetaient des couleurs vives sur le sol de marbre. À l'accueil, il expliqua son malaise. Un assistant, vêtu d'une chemise sobre, le guida jusqu'à un bureau à l'étage. Là, il entra dans une vaste pièce élégante. Fauteuil en cuir noir, bibliothèque chargée de vieux ouvrages, une grande croix dorée suspendue derrière un bureau en acajou massif. Le pasteur, un homme d'une 50aine d'années au regard profond, se leva pour l'accueillir.
Il portait un costume sombre impeccable et tendit sa main à Nathan. « Assieds-toi, mon fils. » Nathan obéit, nerveux. Ses doigts tremblaient. Sa voix, lorsqu'elle se brisa enfin, était lourde d'angoisse. « Pasteur, j'ai fait un rêve étrange. Il me hante jour et nuit. J'ai besoin de comprendre. » Alors il raconta tout. Le réveil dans une suite luxueuse, le pacte imposant de dépenser 20 millions par jour, la course effrénée, la peur de mourir, puis ce retour brutal à la pauvreté. Il parlait des humiliations d'avant, des tentations, des fausses amitiés revenues avec l'argent et de la nuit où il avait enfin trouvé un sens en donnant. Le pasteur l'écouta sans l'interrompre, son visage impassible. Puis, il ferma les yeux quelques secondes, comme pour sonder un silence intérieur avant de les rouvrir lentement. « Nathan, ce que tu as vu n'était pas un simple rêve. C'était une vision, un avertissement. Tu es à un carrefour. » Il se leva et marcha doucement vers la grande fenêtre donnant sur la ville. Ses mains jointes derrière le dos, il parla d'une voix grave. « Tu as 2 choix. Premier choix, tu travailles honnêtement, dur, pas à pas. Tu souffriras, tu tomberas parfois. Mais avec patience et persévérance, tu atteindras un jour une véritable prospérité. Peut-être dans 30 ans, peut-être plus. Ce sera long, mais ce sera réel, et personne ne devra mourir pour cela. » Le pasteur se retourna et fixa Nathan droit dans les yeux. « Deuxième choix, tu peux aller voir un marabout, lui confier ce rêve. Il te proposera de le rendre réel. Tu auras l'argent, la gloire, les plaisirs, mais à un prix. Et ce prix, tu ne le choisiras pas. Il sera imposé, peut-être terrible, et tu devras le payer, qu'importe la douleur que cela cause. » Nathan sentit un frisson glacial parcourir son corps. Le silence dans le bureau devint oppressant. Le bruit lointain des klaxons et des voix de la ville paraissait soudain étranger. « Tu as été averti, » conclut le pasteur. « On ne peut pas tout avoir sans conséquence. » Nathan sortit de l'église, le cœur lourd, les pensées en désordre. Sous le soleil brûlant, il marcha lentement sur le grand parking vide. Il leva les yeux vers le ciel, ferma les paupières. Et un murmure traversa son esprit. « Et toi ? Que choisis-tu vraiment ?» Les paroles du pasteur résonnaient encore dans l'esprit de Nathan. 2 choix, 2 chemins. Le premier, lent et incertain, demandant des années de souffrance, de travail et de patience. Le second, rapide, séduisant, mais chargé de ténèbres. Pendant plusieurs jours, il resta enfermé dans sa petite chambre. Il tournait en rond comme un prisonnier. Son cœur oscillait entre la peur et le désir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait les tours étincelantes d'Abu Dhabi, les regards envieux, les portes des hôtels qui s'ouvraient devant lui. La gloire l'appelait. Mais chaque fois qu'il se souvenait des disparitions des autres hommes, de cette échéance fatale au 91e jour, une sueur froide lui glaçait la nuque. Un soir, il se rendit dans un quartier discret de la ville, guidé par une rumeur qu'il avait entendue. Là-bas, disait-on, vivait un marabout réputé capable d'ouvrir des portes interdites. La maison était basse, aux murs couverts de symboles tracés à la craie blanche. Devant l'entrée, des bougies rouges brûlaient lentement. Le marabout l'attendait déjà, assis sur une natte, vêtu d'un grand boubou noir, ses yeux brillants comme 2 braises. « Tu as rêvé la richesse » murmura-t-il. Mais ce n'était pas qu'un rêve, c'était une invitation. Nathan sentit son souffle se bloquer. L'homme parlait comme s'il avait vu dans ses pensées. Le marabout posa une main sèche sur la table et sortit un petit carnet de cuir. « Je peux te donner ce que tu veux, » continua-t-il. « L'argent, la gloire, les plaisirs sans fin, mais tu dois signer ici. Le pacte deviendra réel. » Nathan observa le carnet. Ses mains tremblaient. Il entendait presque la voix du pasteur résonner encore. « Tu seras libre de choisir, mais tout aura un prix. » Il recula d'un pas,
puis 2. Son cœur battait comme un tambour. Le marabout ne bougea pas, mais ses lèvres esquissèrent par sourire froid. Tu reviendras. Tous reviennent, parce que l'homme ne sait pas résister à la tentation. Dehors, la nuit était lourde. Nathan marcha longtemps, seul, sous les lampadaires faiblissants. Chaque pas l'éloignait de la maison, mais chaque pas l'enfonçait dans une lutte intérieure. Entre la soif de richesse et la peur du prix à payer. Ce soir-là, il comprit que le vrai combat ne se jouait pas dans les suites luxueuses, ni dans les rues désertes d'une ville étrangère. Le vrai combat était en lui. Les nuits s'enchaînèrent sans sommeil. Nathan ne cessait de revoir 2 visages dans ses pensées. Celui du pasteur, ferme et rassurant, et celui du marabout, sombre et tentateur. L'un lui offrait la lenteur, la persévérance, une route de souffrance, mais de vérité. L'autre lui promettait l'immédiat, l'abondance, la gloire. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revivait son séjour à Abu Dhabi, les draps de soie, la foule qui l'acclamait, les voitures étincelantes. Puis, brusquement, la peur revenait, avec cette voix intérieure qui murmurait « 20 millions avant minuit, sinon tu meurs !» Un soir, épuisé par cette lutte, Nathan sortit marcher dans les rues de Lomé. La ville bourdonnait autour de lui, indifférente à ses tourments. Des enfants jouaient pieds nus dans la poussière, des femmes vendaient des fruits sur de vieux étals, des hommes discutaient bruyamment autour d'un feu. Il s'arrêta devant une petite fille qui riait en tenant la main de son frère. Elle portait des sandales usées, une robe déchirée, mais ses yeux brillaient de joie. Nathan sentit un nœud se former dans sa poitrine. Cette scène simple, vraie, avait plus de valeur que tous les milliards dépensés dans le vide. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Seigneur, si ce rêve était un avertissement, alors je choisis la vie, pas la facilité, pas le raccourci, mais la route que mes mains construiront. » À cet instant, une paix étrange l'envahit, comme si un point visible glissait de ses épaules. Le tumulte en lui s'apaisa. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la réponse ne viendrait ni des hôtels de luxe, ni des rituels obscurs. Elle viendrait de lui-même, de son courage à se battre dans la réalité. De retour dans sa chambre, il regardait les fissures du mur autrement. Non plus comme une condamnation, mais comme un point de départ. Son regard avait changé. Ce soir-là, il ne demanda plus à retourner dans la suite dorée. Il demanda simplement la force de persévérer. Le rêve avait ouvert une brèche, mais son choix venait de tracer un chemin. Le lendemain matin, Nathan se leva avec une énergie nouvelle. Sa chambre était toujours aussi pauvre, ses murs toujours fissurés, mais son regard avait changé. Là où il voyait autrefois une prison, il voyait désormais un point de départ. Il décida d'agir. Ses mains calleuses, ses jambes fatiguées, son corps affamé, tout ce qu'il avait méprisé devint sa seule richesse réelle. Il sortit chercher du travail, frappa aux portes, insista là où autrefois il aurait abandonné. Au début, ce fut humiliant. On se moqua encore de lui. On lui dit qu'il n'avait pas de diplôme, pas d'expérience, pas de chance. Mais Nathan refusa de céder. Jour après jour, il persista. Il accepta de petits boulots, portait des charges au marché, lava des voitures, fit des livraisons. Peu d'argent entrait dans sa poche, mais pour la première fois, cet argent restait. Chaque soir, épuisé, il rentrait dans sa petite chambre. Et là, au lieu de maudire son sort, il souriait, parce que ce qu'il gagnait, même minime, ne disparaissait pas à minuit. Petit à petit, il apprit à économiser. Quelques pièces mises de côté devinrent des billets. Puis ces billets se transformèrent en un petit capital. Il commença à aider sa mère, à racheter une chaise pour sa chambre, à acheter une lampe pour remplacer la vieille bougie. Les anciens amis qu'il avait rejetés le regardaient désormais avec étonnement. Pas parce qu'il roulait dans des voitures de luxe, mais parce qu'il tenait debout, fier, malgré tout. Même Clara, son ex-compagne, le croisa un jour au marché. Elle tenta un sourire hésitant. Nathan la regarda simplement, sans haine,
sans rancune. Elle appartenait à son passé. La nuit, il ne cherchait plus à murmurer aux esprits. Il priait simplement pour garder la force de continuer. Et dans son sommeil, il ne rêvait plus de suites dorées, mais de chantiers, de marchés, d'écoles, de projets concrets qu'il construirait de ses propres mains. Nathan comprenait peu à peu que la véritable richesse n'était pas dans l'éphémère, mais dans le travail patient, dans la dignité, dans les liens réels qu'on tisse avec les autres. Il n'était pas encore arrivé, mais il avait commencé à marcher. Et cette marche valait 1000 fois plus que tous les faux miracles. Les mois passèrent, et Nathan, autrefois écrasé par la misère et la solitude, se transforma peu à peu. Sa chambre resta modeste, mais chaque détail témoignait de ses efforts. Le vieux matelas fut remplacé par un lit simple, mais propre. La bougie céda sa place à une lampe à énergie solaire. Les fissures des murs, il les recouvrit d'enduit à la sueur de son front. Son village avait changé. Ses yeux n'étaient plus vides. Ils brillaient d'une lumière nouvelle, celle de l'homme qui sait qu'il construit son avenir pas à pas. Il se mit à fréquenter de nouveaux cercles, non pas de riches arrogants, mais de travailleurs, de petits commerçants, d'artisans. Ensemble, ils partageaient leurs rêves et leurs luttes. Nathan découvrit que la fraternité de ceux qui se battent valait plus que tous les sourires superficiels du luxe. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, il croisa un groupe d'enfants jouant dans la poussière. L'un d'eux, pieds nus, le regarda avec admiration. « Monsieur Nathan, lui dit-il timidement, un jour moi aussi je veux devenir comme toi. Pas riche en voiture, mais riche en courage. » Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle fortune, car il comprit que son histoire, son rêve, ses erreurs et ses choix pouvaient servir de guide à d'autres. Le pacte n'avait pas été une malédiction, c'était une vision, une alerte, un chemin de conscience. Il leva les yeux vers le ciel, là où jadis il avait murmuré son désespoir. Cette fois, il ne demanda plus rien, il remercia simplement. Nathan avait compris que la vraie richesse n'était pas dans l'or qui brille, ni dans les illusions qui s'effacent à minuit. Elle résidait dans l'endurance, dans la dignité, dans l'amour sincère et dans la trace qu'on laisse dans le cœur des autres. Ce soir-là, il s'endormit paisiblement, non pas parce qu'il avait tout, mais parce qu'il n'avait plus peur de manquer. Et dans son sommeil, pour la première fois, il rêva de lui-même, non pas prince éphémère d'un monde doré, mais bâtisseur patient d'un héritage éternel. Leçon de vie de l'histoire de Nathan. L'histoire montre que l'argent obtenu sans effort, sans racines et sans sens, n'est qu'une illusion qui finit toujours par disparaître. Le luxe et la gloire ne valent rien s'ils ne reposent pas sur un travail réel, sur la dignité et sur la persévérance. Ce que Nathan a compris, c'est que la vraie richesse se construit dans la patience, dans la discipline et dans la capacité à se relever malgré les humiliations. Chaque pas, aussi petit soit-il, a plus de valeur qu'un million dépensé dans le vide. Et surtout, la vie trouve son sens non pas dans ce que l'on accumule pour soi, mais dans ce que l'on transmet aux autres. L'argent dépensé pour impressionner s'efface, mais l'aide donnée, la main tendue, l'amour partagé restent à jamais. En résumé, la vraie fortune de l'homme n'est pas dans ses biens, mais dans sa dignité, sa persévérance et les traces d'amour qu'il laisse derrière lui.